Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis, qui sera la dernière de cette série consacrée à une histoire des États-Unis et plus largement de l'Amérique du Nord, divisée en 11 grandes nations qui sont en fait de grands blocs culturels régionaux, dessinés et décrits par Colin Woodard dans son livre de 2011 American Nations. Et je rappelle que pour avoir le détail du type et de la forme de ces blocs culturels, je les ai présentés plus en profondeur dans la première vidéo de cette série, 11 nations d'Amérique, vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite de votre écran. On va donc poursuivre et conclure aujourd'hui avec l'époque la plus récente de l'histoire des États-Unis, depuis la guerre de sécession jusqu'à la période actuelle. La théorie de Colin Woodard sur la guerre de sécession est que ça aurait été en fait une guerre entre seulement 3 nations, donc le Deep South et Tidewater contre Yankeedom, et que les autres nations auraient tenté de l'éviter en se considérant dominées tant par les uns que par les autres. Par ailleurs, il affirme que ça n'a pas tant été une guerre du Nord contre le Sud pour en fait l'invasion de l'un par l'autre, mais en fait une guerre pour le contrôle de l'expansion vers l'Ouest, pour savoir qui allait dominer en fait la conquête de l'Ouest, qui était l'enjeu central réel de cette guerre. La nation qui emporterait la plus large zone de territoire à l'Ouest dominerait les autres, gagnant le pouvoir de définir les normes sociales, économiques et politiques du pays entier, un peu comme les Russes, Autrichiens, Espagnols ou Turcs le faisaient dans leurs propres empires. Mais au milieu du siècle, cette lutte démographique et diplomatique était sur le point de devenir un conflit violent entre les deux superpuissances émergentes du continent, Yankeedom et le Deep South, de loin les deux nations les plus riches et les plus identitairement conscientes du continent. Aucune des deux ne pouvait accepter de vivre sous l'ascendant moral de l'autre. D'ailleurs, si l'expansion à l'ouest des Midlands et de Yankeedom s'est faite aussi forte, c'est notamment parce que les sudistes ont dominé pendant tout le premier 19e siècle les institutions fédérales, notamment via la présidence des États-Unis. La majorité des présidents soutenaient ardemment le système sudiste. Cependant, à partir des années 1830-1840, la démographie devient plus dynamique dans les régions yankees, notamment du fait de l'immigration européenne et du peuplement progressif de l'ouest jusqu'au Pacifique. À partir des années 1850, la rupture se fait profonde et inévitable. Avant la guerre strictement militaire, donc la guerre de sécession, se met en place une énorme guerre culturelle, médiatique, artistique, folklorique, dont l'esclavage devient un point de cristallisation majeur. En 1852 paraît La Casse de l'oncle Tom, de l'écrivaine Harriet Beecher Stowe, plaidoyer anti-esclavagiste publié par un éditeur de Boston, qui connaît un retentissement gigantesque et suscite de nombreux débats. Un autre argument anti-sudiste important est paradoxalement celui du puritanisme moral et sexuel promu par les Yankees. Le Sud serait une région de profonde débauche, un vaste bordel selon les termes du pasteur George Bourne. Les planteurs y couchent avec des dizaines d'esclaves pour accroître la main-d'œuvre et pour leur propre satisfaction, ce qui devient un argument pour la très religieuse Yankeedom. En réalité, les positions à l'intérieur des nations étaient plus ambiguës et contrastées qu'on ne le pense parfois. Le Deep South lui-même était beaucoup plus divisé qu'on ne le croit. Si les masses du Sud soutenaient les aristocrates planteurs dans leur anti-yankisme, elles étaient beaucoup moins enthousiastes quant au maintien de l'esclavage, en particulier l'immigration catholique. De la même manière, au Nord, New York, si elle a moralement soutenu, on va dire, les Yankees, dans l'attitude, dans la pratique, a été un peu contradictoire, voire on pourrait dire d'une certaine manière hypocrite. Avant l'attaque de Fort Sumter, New Netherland soutenait plutôt les positions du Deep South. Rappelons que c'est New Netherland qui avait introduit l'esclavage sur le continent, et qu'elle reposait toujours au début du 19e siècle sur le système esclavagiste. C'est la tolérance, et non la morale, qui était au cœur de sa culture, et cela incluait la tolérance envers l'esclavage. Les chasseurs de primes new-yorkais participaient largement à la poursuite des esclaves échappés. Les marchands et banquiers de la ville avaient d'importants liens avec les propriétaires d'esclaves du Sud. Concernant les attitudes respectives des nations entre guillemets intermédiaires, c'est-à-dire initialement pas ouvertement positionnées, que sont New Netherland, les Midlands, Tidewater et Greater Appalachia, l'événement décisif selon Colin Woodard, ça a été l'attaque de Fort Sumter par les Confédérés en avril 1861 en Caroline du Sud, qui, bien que ne faisant aucun mort, a été perçu partout comme un casus belli. Les Midlands et New Netherland, mis devant le fait accompli, se joignent alors à la colère Yankee. Tidewater va être divisé entre une Virginie finalement sécessionniste
et un Delaware et un Maryland qui refusent de se positionner ouvertement, ne faisant pas sécession officiellement, mais maintenant leur lien avec le Sud. Leurs citoyens, cependant, s'engagent plus souvent en faveur de l'Union. Mais le poids décisif sur la balance devait être véritablement représenté par les Appalachiens. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, ceux-ci ont localement combattu contre la puissance qu'ils jugeaient la plus ouvertement menaçante. À cette époque précise, c'est l'Union qui a remporté le plus de soutien et c'est cela qui devait amener peut-être à avoir la balance penchée en faveur du Nord. En fin de compte, si le Nord a gagné la guerre sur le plan militaire, les troupes d'occupation yankees quittant le Sud en 1876 et ayant tenté d'inculquer au Sud une déségrégation massive pendant une dizaine d'années, ce même Nord n'est jamais vraiment parvenu à gagner la bataille culturelle et à radicalement changer une culture sudiste qui allait continuer de mener cette fameuse guerre culturelle jusqu'à aujourd'hui. La culture Dixie, donc Dixie pour le sud des États-Unis, n'a jamais été réellement éteinte. Au contraire, à l'exception de l'esclavage définitivement aboli, presque toutes les entre guillemets, anciennes pratiques, donc la ségrégation, ont été rétablies par les élites du Sud immédiatement après le départ des troupes yankees. J'ai dit donc plus tôt que l'enjeu réel de la guerre de sécession avait été la conquête de l'Ouest, et qui, entre le Nord et le Sud, allait en prendre le contrôle, ce qui signifiait donc à terme prendre le contrôle sur l'ensemble des États-Unis. C'est donc le moment de se pencher sur l'histoire de cette nation particulière qu'est le Far West dans la carte de Colin Woodard. Les deux premières vagues de migration vers le Far West ont lieu entre 1847 et 1850. Elles sont le fait d'une part des Mormons, d'autre part de ces immigrés européens et appalachiens que on va nommer plus tard les 49ers, en relation avec la ruée vers l'or. La vague de migration mormone s'explique par la volonté de fuir les persécutions du Midwest à la fin des années 1840. Le leader des Mormons, Brigham Young, est nommé gouverneur du territoire de l'Utah en 1850. C'est la raison pour laquelle autant de Mormons, 20 000, arrivent aussi rapidement dans cette région en seulement 3 ans. Dotés d'un état d'esprit communal et d'une intense cohésion de groupe, les Mormons étaient capables de construire et maintenir en état des infrastructures d'irrigation qui permettaient à de petites fermes sans grands moyens de survivre dans les conditions du Far West. Ils furent les seuls à réussir à constituer une enclave de producteurs indépendants dans une région contrôlée entièrement par de puissants propriétaires et des forces extérieures. Bien qu'en conflit avec Yankeedom sur de nombreux aspects, les Mormons du Far West trahissent leur identité yankee de par leur communautarisme, leur moralisme et leur insistance au travail, ainsi que leur désir d'assimiler les autres. Aujourd'hui, leur influence régionale peut être ressentie à travers l'Utah, l'Idaho et l'Est du Nevada, et il s'agit de la force politique locale la plus influente du Far West. Les 49ers appalachiens, 49ers donc 49 parce qu'ils sont arrivés en 1849, donc les 49ers appalachiens non armés d'un communautarisme puissant, plus hédoniste et beaucoup plus individualiste que les Mormons, n'ont pas pu autant résister à l'implosion et à la domination des forces extérieures que les Mormons. Les toutes premières activités dans le Far West ont en effet été le fait d'entreprises individuelles dans l'esprit du Land of Plenty, où chaque personne qui trouvait des ressources et savait les exploiter en devenait le propriétaire légitime. C'est de cette manière que s'est développée la première ville du Nevada, Virginia City. Mais tout cela, et c'est toute l'histoire du Far West, a été rapidement supplanté par l'arrivée des grandes compagnies d'exploitation. Si les compagnies et les firmes se sont rapidement imposées comme maîtresses des ressources dans l'Ouest, c'est tout à la fois par le chantage exercé sur les producteurs indépendants et la corruption pratiquée sur les responsables politiques locaux, si bien que à partir de 1870, le paysage politique au Nevada n'était plus une lutte entre producteurs individuels et intérêts des firmes, mais simplement une compétition entre grands cartels financiers. La région autour du Nevada a ainsi été le lieu d'une compétition féroce entre la Bank of California et la Central Pacific Railroad. Ces cartels possédaient à eux deux presque toutes les infrastructures de l'État, et leur domination impitoyable sur la région et ses habitants s'est fait encore plus puissante lorsque, faute de concurrence, ils ont fini par trouver un terrain d'entente en se partageant le contrôle des ressources. Dans la globalité, ce qu'il faut retenir donc de la conquête de l'Ouest et de la fondation du Far West comme nation, son empreinte culturelle d'une certaine manière, c'est l'importance démesurée par rapport aux autres nations de l'État et des gros cartels industriels et financiers. Chose fondamentale pour le Far West, c'est le développement
dans ces zones rudes et difficiles d'accès, des infrastructures et notamment du train. Les puissantes entreprises qui avaient le contrôle des lignes de chemin de fer avaient quasiment le monopole du pouvoir économique sur les régions qu'elles desservaient. Et j'ai cité le Central Pacific, mais on peut aussi citer la mythique Union Pacific, qui était l'une des compagnies de chemin de fer les plus célèbres de l'Ouest, bien qu'aucune des deux ne soit basée initialement dans la région. Importance des gros cartels financiers et ferroviaires donc, mais importance aussi de l'État américain, du gouvernement fédéral dans le développement de ces zones. Encore aujourd'hui, le gouvernement américain détient environ le tiers de la surface du Montana et du Colorado, la moitié de l'Utah, du Wyoming et de l'Idaho, 2/3 de l'Oregon et 85% du Nevada. Tout cela a contribué chez les habitants du Far West à créer un ressentiment global, tant vis-à-vis de l'État que des grandes firmes. Ainsi, un certain nombre de leurs leaders politiques se sont rapprochés politiquement du Sud. Mais le Far West a toujours conservé une sensibilité politique originale. Le Far West était un foyer du populisme économique, du syndicalisme et même du socialisme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il a fini par se tourner plus définitivement vers le Parti républicain quand les démocrates ont massivement abandonné les classes populaires blanches. On a beaucoup parlé évidemment des grandes nations culturelles façonnées par Colin Woodard et donc de tout l'apport anglo-saxon à la culture américaine, à travers les nations de Yankeedom, de Greater Appalachia, de Tidewater, etc. Mais jusque-là, on n'a que peu parlé d'autres formes d'immigration qui ont beaucoup influencé l'histoire des États-Unis, et il serait surprenant de ne pas les évoquer, d'autant plus quand on sait à quel point ces communautés d'immigrants ont été fortement représentées au XXe siècle à l'écran, dans le cinéma américain. Je pense notamment à l'immigration italienne, à l'immigration juive ou encore irlandaise. 3 communautés qui occupent une place importante dans l'Amérique d'aujourd'hui, avec une image, des stéréotypes et des mythes communautaires bien particuliers. Les Italo-Américains, par exemple, ont été largement mis en avant par le film Le Parrain et ses suites, ou la série Les Sopranos, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. La communauté juive, que l'on retrouve dans le film mythique de Sergio Leone et Il était une fois en Amérique, ou Gangs of New York, qui dépeint le milieu du crime dans la communauté irlandaise. On le voit donc souvent, des communautés mises en avant sous le prisme de la violence, de l'absence de loi, et du jeu dangereux avec le pouvoir économique et parfois politique. Mais la question c'est, est-ce que ces films représentent des phénomènes bien réels, ou une spécificité assez urbaine et particulièrement new-yorkaise, et en fin de compte, quel est l'impact qu'ont eu ces migrations sur le devenir des nations comme Yankeedom, les Midlands, le Deep South, etc. Parce que ces migrations-là sont arrivées plus tardivement aux États-Unis. Et ce n'est qu'à partir des années 1850 que de nouvelles communautés non issues du monde anglophone ou germanophone arrivent massivement. Donc on l'a dit, les Irlandais, les Italiens, les Juifs, les Slaves, les Grecs, les Asiatiques, etc. À ce titre, il pourrait être intéressant de se demander si les anciennes nations ont toujours une pertinence sur le plan de l'analyse et de la compréhension des espaces régionaux en Amérique du Nord. Pour Colin Woodard, c'est non seulement le cas, mais ces nouvelles formes d'immigration, donc arrivées à partir de la moitié du XIXe siècle, ont carrément accentué les différences entre nations préexistantes. D'abord, il rappelle qu'en premier lieu, entre 1830 et 1924, il y a eu 3 grandes vagues d'immigration aux États-Unis. La première entre 1830 et 1860, qui était principalement des Irlandais, des Allemands et des Britanniques, à la mesure d'environ 4,5 millions de personnes. La deuxième entre 1860 et 1890, globalement des mêmes régions, mais également de Scandinavie et de Chine. Et la troisième entre 1890 et 1924, principalement d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est, et surtout des catholiques et des juifs, donc des Italiens, Polonais, etc. C'est en 1924 que le Congrès va brutalement stopper les flux migratoires, jugeant les populations, notamment méridionales et orientales, indésirables aux États-Unis. Cependant, ces vagues n'ont eu qu'un effet assez limité sur l'identité profonde des différentes nations. D'une part parce qu'elles n'étaient pas assez importantes pour submerger les populations déjà présentes, mais aussi parce que, d'autant plus avec l'avance du temps, les nouvelles populations se concentraient en fait dans les grandes villes et délaissaient l'intérieur et les zones rurales. Les Irlandais par exemple se sont surtout concentrés dans les banlieues de Boston, les Juifs à Brooklyn et dans quelques quartiers des grandes villes des côtes Est et Ouest, les Italiens très nombreux à Manhattan. En fait, selon Colin Woodard, ce sont d'abord les Midlands et New Netherlands qui ont le plus facilité l'adaptation des nouvelles immigrations aux États-Unis.
Et si Yankeedom finit tardivement par accepter l'immigration non WASP, donc des non-anglo-saxons protestants, c'est uniquement par besoin de soutenir son développement industriel et donc par besoin de main-d'œuvre économique. Après la guerre de sécession, donc, qui se solde par une victoire du Nord, donc des Yankees, et en parallèle de la poursuite de la progression à l'ouest et de l'intégration dans les grandes villes de nouvelles communautés immigrées, le Sud va progressivement tenter de résister à la guerre culturelle menée depuis la Nouvelle-Angleterre, notamment par le biais des églises évangélistes, baptistes, méthodistes et épiscopaliennes notamment, qui ont joué un rôle capital dans l'organisation et la justification intellectuelle et théologique de la résistance aux Yankees. En fait, une des théories de l'opposition Nord-Sud élaborée par Woodard repose sur une conception différente de Dieu et du protestantisme au Sud et au Nord, modelant une conception différente de la société tout entière. Au Nord se serait développé un protestantisme public reposant sur la recherche collective du salut, nécessitant pour cela une réforme profonde de toutes les structures sociales vers l'élaboration d'un bien commun, tandis qu'au Sud, il s'agirait d'un protestantisme privé, tourné vers la recherche personnelle du salut, ne cherchant pas à modifier les vieilles structures sociales et s'accommodant de celles-ci, y compris quand celles-ci reposent sur l'esclavage. Ainsi, les ligues de tempérance et le mouvement de la prohibition dans les années 20 et 30 sont des initiatives fondamentalement yankees, bien que le Sud ait fini par les adopter partiellement. C'est aussi dans certaines nations du Nord que se sont développées les premières cultures libérales libertaires que l'on qualifierait aujourd'hui de bohème, et ce dès les années 1910. Si ce mouvement devient mainstream dans les années 1960 sur toute la left coast, à travers le mouvement hippie notamment, Woodard rappelle que celui-ci est né dans New York, donc la nation New Netherland, au cœur de Manhattan, et en particulier dans le quartier de Greenwich Village. Approximativement, entre les années 1910 et 1960, cette enclave fut un terreau pour les révolutionnaires culturels de toutes sortes. Philosophes anarchistes, poètes maudits, peintres cubistes, féministes, gays, penseurs freudiens, écrivains alcooliques, libertins, musiciens. Ils synthétisèrent tout ce contre quoi le Deep South lutterait à partir des années 1960. Les prémices du mouvement gay, l'art moderne, les beatniks et leurs successeurs hippies, l'intellectualisme de gauche et les mouvements anti-guerre. Il faut enfin rappeler, pour comprendre la modification de l'esprit yankee depuis l'après-1945, une donnée importante. Dans les trois nations du Nord-Est, le désir d'améliorer le monde a souvent pris le pas sur la croyance religieuse en elle-même. Et en effet, la sécularisation peut largement expliquer le tournant progressiste, pris par ce monde originellement très conservateur. Mais il faut garder à l'esprit qu'il a conservé certains de ses traits fondamentaux, comme la frénésie de l'expansion, masquée derrière le vocable « désir d'améliorer le monde ». De son côté, le Sud n'est pas en reste, et c'est en opposition frontale avec ces mouvements progressistes venus de Yankeedom et de la Left Coast que va se développer le fondamentalisme à partir des années 1920 dans les Appalaches, fondé sur les doctrines baptistes de A.C. Dixon, théorisées dans The Fundamentals, dirigées contre l'athéisme, le socialisme, les catholiques, les mormons et les témoins de Jéhovah. Le courant prendra véritablement son essor dans les années 60. Et dans cette décennie 1960 justement, chaque espace culturel, donc à la fois au nord et au sud, est secoué par des mouvements internes. Le sud par le mouvement des droits civiques, et le nord par un mouvement d'émancipation de la jeunesse, la fameuse révolution culturelle des 60s, principalement blanche d'ailleurs. Si on perçoit souvent le mouvement des droits civiques comme un mouvement spontané d'insoumission des Noirs au système Dixie de ségrégation, Colin Woodard rappelle qu'en réalité il a largement été soutenu, voire élaboré et incité au Nord par les institutions fédérales, durant ce que l'on a parfois appelé la seconde reconstruction. Privés de leurs institutions politiques, les Dixie ont peu à peu formé une contre-culture avec la création de médias, d'associations et même d'universités privées afin de continuer de pouvoir vivre en non-mixité ethnique. Au Nord, la révolution culturelle commence avec le Port Huron Statement, qui est un manifeste politique célèbre écrit en 1962, à tendance très libertaire, mais représentant finalement assez bien l'esprit d'origine d'un William Penn, fondant Philadelphie en 1682. Bien qu'issu des trois nations du Nord que sont les Midlands, Yankeedom et New Netherland, ce mouvement va réussir à s'étendre dans les marges plurilinguistiques que sont El Norte et New France. Dans la région d'El Norte, ça prend la forme d'une participation politique de plus en plus grande des Norteños face aux Anglo-Saxons, et de leur intégration progressive dans les processus de décision. Au Québec, ça passe par une autonomisation progressive de la province,
la constitution de conglomérats publics provinciaux puissants, comme Hydro-Québec notamment, et l'affirmation de la langue française durant ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Mais globalement, Colin Woodard estime que ce qui se passe au Québec est presque plus influencé en fait par ce qui se passe en France métropolitaine au même moment, donc mai 68, que véritablement par ce qui se passe aux États-Unis. Une autre analyse qu'on peut faire du clivage profond entre les nations culturelles américaines, c'est à propos de l'interventionnisme américain dans le monde qui s'est déployé à partir de la guerre hispano-cubaine de 1898, mais surtout à partir de la Première Guerre mondiale. Traditionnellement, les États-Unis sont partagés entre la volonté d'isolationnisme, c'est-à-dire de laisser les autres nations s'affronter entre elles sans intervenir, et l'interventionnisme consistant à se mêler des conflits du monde, afin d'imposer sa vision de la liberté, de la démocratie, et de défendre ses propres intérêts. Dans ce contexte, historiquement, les nations du Sud ont toujours été plus constantes dans le soutien aux guerres étrangères menées par l'Amérique, tandis que l'opposition, quand elle a existé, a toujours été prévalente au Nord. Attention, Colin Woodard n'affirme pas pour autant que le Nord est globalement pacifiste. Les Appalachiens, bien que pas forcément en faveur des guerres américaines à l'étranger, ont toujours fourni un important personnel militaire et servi quand il le fallait. En particulier, le corps des Marines, dans ses traditions et son rapport au combat spécifique, a toujours subi une forte influence des Scott-Irish. L'historien, sénateur de Virginie et vétéran des Marines Jim Webb, a mis en évidence le fait que durant la Première Guerre mondiale, de nombreux Borderlanders s'enrôlèrent dans les Marine Corps en leur apportant une forte tradition, une forte influence Scott-Irish et sudiste sur la culture et le style de commandement qui continue d'exister à ce jour. Il affirme que la préférence des Marines pour les assauts frontaux, ses méthodes de combat et sa tradition de chef qui monte au combat peut être reliée à une certaine culture Borderlander remontant à l'esprit de Braveheart. Beaucoup de nos plus célèbres officiers, notamment John Pershing, Douglas MacArthur et George Patton, avaient des ancêtres Scott-Irish. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, si les Midlands se sont montrés initialement moins favorables à la guerre contre l'Axe, en raison notamment de la forte proportion de Midlanders d'origine allemande, le pays a largement été uni après Pearl Harbor, chaque nation ayant combattu pour ses raisons propres. Les Appalachiens combattirent pour des raisons typiquement Scott-Irish, se venger d'une attaque en battant leurs ennemis sur le champ de bataille. Les élites de Tidewater et du Deep South souhaitaient laver l'honneur national et défendre leurs frères anglo-normands d'outre-Atlantique, tandis que le Nord se rangea contre le despotisme avec une sensibilité anti-régime militariste pour les Midlanders et anti-autoritariste pour les autres. El Norte et le Far West ont été impactés également par la Seconde Guerre mondiale à leur manière. Celle-ci a déclenché dans ces régions un gigantesque développement d'infrastructures militaires, nucléaires, aériennes, etc. Aujourd'hui encore, ces deux régions sont très dépendantes du fameux complexe militaro-industriel émergé dans les années 40 et cette dépendance est réciproque. Enfin, concernant les guerres des années 2000 au Moyen-Orient, Woodard met bien en avant la caste, entre guillemets, Dixie, évangéliste et belliciste qui occupait des positions prééminentes au sein des institutions d'État et qui a largement, y compris avec des motivations religieuses inspirées de l'Ancien Testament, dirigé les interventions américaines de cette période. Ce sont les fameux néoconservateurs. Mais on ne doit pas oublier d'ajouter que la domination de ces fondamentalistes du Sud profond dans les cercles de décision du pouvoir américain et de leur vision religieuse des conflits ayant mené à l'intervention militaire en Afghanistan ou encore en Irak, au-delà des intérêts économiques évidents, notamment la prise de contrôle du pétrole irakien, elle s'est couplée de manière permanente d'une alliance avec les organisations sionistes américaines, donc très pro-israéliennes, notamment l'EPAC, dont le rôle a été mis en évidence dans ce livre par le spécialiste des relations internationales John Mearsheimer. À l'heure d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de cette série de vidéos sur l'histoire des États-Unis, on va faire un petit retour pour savoir qui a exercé le pouvoir, concrètement, depuis la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Colin Woodard rappelle que le contrôle du pouvoir depuis la fin du XIXe siècle n'a jamais pu être assuré par une nation seule, y compris les deux plus puissantes que sont Yankeedom et le Deep South. Ainsi, il y a depuis un siècle et demi des coalitions tacites, culturelles entre nations. La plus forte de toutes est celle entre Yankeedom et la Left Coast, donc en gros entre la Nouvelle-Angleterre et la Californie, notamment San Francisco. Mais New Netherland, donc New York, a finalement rejoint cette coalition bien qu'elle ait longtemps maintenu des liens commerciaux importants avec le Deep South. L'âme de New Netherland, si elle est fondamentalement tolérante et libertaire, n'est pas d'esprit démocratique.
La corruption, les arrangements, le clientélisme y ont toujours joué un rôle très important. Woodard rappelle le rôle qu'a longtemps joué le Tammany Hall, groupe de pression du Parti démocrate aux méthodes fort douteuses qui a souvent pesé sur les résultats des élections municipales et plus largement sur la vie politique new-yorkaise. Si New Netherland a fini par rejoindre de facto le camp Yankee, c'est plus par éloignement du Deep South et par opposition à ses valeurs réactionnaires que par adhésion franche à celles de Yankeedom et de la Left Coast. Les nations du Nord ont finalement, quel que soit le parti qui les dominait, toujours conservé une grande constance dans la vision du monde qu'elles défendaient. La coalition a constamment promu un agenda cohérent depuis plus d'un siècle, peu importe le parti qui dominait la région. De l'administration conservatrice du républicain Teddy Roosevelt à celui progressiste du démocrate Barack Obama, ces trois nations ont toujours soutenu le maintien d'un gouvernement central fort, d'un contrôle fédéral sur le pouvoir des entreprises et de la conservation des ressources environnementales. Le sommet de la puissance du Nord fut atteint entre 1897 et 1932, où tous les présidents, à part Woodrow Wilson, qui était un démocrate de Tidewater, furent Yankees, New-Yorkais ou Midlanders et républicains. Bien que très unis dans leur vote, les États du Nord ont perdu en puissance après 1945, si bien que, jusqu'à l'écriture du livre de Colin Woodard en 2011, seuls 4 d'entre eux ont été élus à la présidence. John Fitzgerald Kennedy, qui était un catholique Yankee, Gerald Ford, qui venait des Midlands, George Bush père, qui était un Yankee, et Barack Obama, d'ascendance partiellement Midlander. Depuis 2011, on pourrait ajouter que Donald Trump et Joe Biden sont également originaires du Nord. Par ailleurs, il faut ajouter que les alliances géographiques vont parfois jusqu'à transcender les disciplines partisanes. Idéologiquement, les républicains les plus proches des démocrates sont souvent ceux du Nord, alors que les démocrates les plus proches des républicains sont souvent ceux du Sud. La conclusion de Colin Woodard dans son livre, c'est d'envisager quelques perspectives pour l'avenir des États-Unis. Il y en a une qui m'a particulièrement intéressé. Selon lui, il faudra dans les années à venir porter une attention particulière au destin de la nation El Norte, dont il estime qu'avec le poids croissant des hispaniques en nombre et en culture dans cette région, qui inclut donc Los Angeles, on pourrait un jour voir émerger l'idée d'une indépendance de la nation vis-à-vis du reste des États-Unis. De manière générale, on le voit depuis quelques années, les fractures régionales et culturelles ont ressurgi au grand jour en Amérique. Les oppositions dans les années 2010 entre républicains, groupés notamment autour de Donald Trump, et démocrates plutôt autour de la figure de Barack Obama ne traduisent pas seulement une fracture politique, mais quelque chose de plus profond. Un clivage culturel entre plusieurs Amériques qui ne se comprennent plus et refusent de se parler. Sans aller jusqu'à évoquer une sécession, on peut quand même se demander jusqu'où ira cette guerre profonde qui dépasse les partis et dure depuis maintenant plusieurs siècles.